Bonjour. Donc là, on va s'occuper du chapitre 5 d'histoire, les États-Unis et le monde. Donc les États-Unis dans leur rapport avec le monde, on va dire. Donc là, je vais vous lire un gros résumé qui justement résume ce qu'on va voir après. Les États-Unis, au début du XXe siècle, sont une puissance isolationniste. Ils ne veulent pas intervenir dans les affaires internationales. La Première Guerre mondiale menace leur intérêt et les pousse à intervenir dans le conflit. Au lendemain de la guerre, Wilson est un acteur essentiel de la rédaction des traités de paix et il veut instaurer une sécurité collective avec ses 14 points. Cependant, les traités ne sont pas ratifiés par les États-Unis et les Américains n'adhèrent pas à la Société des Nations. Durant les années 1920, les États-Unis interviennent peu dans les affaires internationales et lorsqu'ils le font, c'est pour protéger leurs intérêts. La crise de 1929 les conforte dans leur position non interventionniste. Ils interviennent pourtant dans la Seconde Guerre mondiale et deviennent l'arsenal des démocraties. À la fin de la guerre, les États-Unis sont de loin le pays le plus puissant au monde et jouissent d'un très grand prestige. La guerre froide les pousse dans une confrontation indirecte avec l'URSS et ils interviennent dans de nombreux conflits afin d'empêcher la propagation du communisme. Les États-Unis, devenus une hyperpuissance après la fin de la guerre froide, lorsqu'ils ont gagné, on va dire, apparaissent alors comme les garants d'un nouvel ordre mondial et prônent le multilatéralisme. Pourtant, les attentats du 11 septembre 2001 ont pour conséquence un retour de l'unilatéralisme des Américains qui veulent défendre leurs intérêts. Multilatéralisme, c'est quand on demande aux autres avant de faire quelque chose au niveau mondial. Par exemple, les Américains, on nous demande à l'ONU avant d'attaquer qui que ce soit. Mais en 2001, à cause des attentats, ils ne demandent plus à personne, ils vont attaquer l'Irak dès le 2003 sans demander à l'ONU la possibilité de le faire. Les critiques à leur encontre et les difficultés qu'ils rencontrent poussent l'administration Obama à changer de politique et à revenir à un multilatéralisme. Ok. Grand 1, les États-Unis et le monde de 1918 à 1945. Petit a, les États-Unis en 1918. Petit 1, les principes wilsoniens. Au début de la Première Guerre mondiale, les États-Unis sont isolationnistes, c'est-à-dire qu'ils protègent leurs intérêts et qu'ils n'interviennent pas au niveau mondial. D'accord ? Ils s'occupent que de leur pays à eux. L'isolationnisme est une politique qui consiste pour un État à ne pas intervenir à l'étranger et à se concentrer sur ses propres intérêts. L'opinion américaine est alors en faveur de cet isolationnisme. Tant qu'on défend les intérêts des Américains, les Américains sont contents en fait. En 1916, donc Woodrow Wilson, le président, est réélu pour un second mandat. Pourquoi il est réélu ? Parce qu'il a réussi à ne pas faire entrer les États-Unis dans la guerre. Les Américains ne veulent absolument pas envoyer leurs jeunes hommes se faire tuer en France. Pourtant, en 1917, les États-Unis interviennent dans la guerre et sont, on va dire, une des composantes majeures qui fait qu'on a remporté la Première Guerre mondiale. À la conférence de Versailles, entre 1919 et 1920, Wilson nous dit qu'il faut absolument mettre en place une organisation mondiale qui serait pour la paix. Donc c'est pour ça que va être créée la Société des Nations un peu plus tard. L'idée de Wilson est un échec, pourquoi ? Parce que finalement, les États-Unis ne signeront pas les accords de la SDN. Pourtant, c'était Wilson qui était à l'origine de la SDN. Donc si les États-Unis, qui est quasiment la puissance la plus importante, ne signent pas l'accord qui dit qu'il faut qu'il y ait une paix mondiale, ça pose problème, on va dire. Petit 2, les États-Unis et le monde dans les années 1920. Donc on va dire durant l'entre-deux-guerres. Dès 1918, les États-Unis sont la première puissance économique mondiale. Au début des années 1920, ils détiennent environ 50% du stock mondial d'or. Les États-Unis réalisent un tiers des investissements directs à l'étranger. Ils n'interviennent quasiment pas à l'étranger, sauf pour défendre leurs intérêts, comme on l'a déjà dit, etc., etc. Petit b, isolationnisme et interventionnisme. Donc là, le petit b, c'est un titre qui fait l'antithèse. L'isolationnisme, c'est l'inverse de l'interventionnisme. L'interventionnisme, c'est quand justement on intervient au niveau mondial pour soit aider ou soit combattre tel ou tel pays. Petit 1, l'isolationnisme après 1929. Le 24 octobre 1929, le crash de Wall Street plonge les États-Unis dans une crise économique. On en a déjà parlé dans le chapitre juste avant. La crise pousse les Américains à augmenter leurs droits de douane et à rapatrier leurs capitaux investis à l'étranger. Donc là, c'est l'isolationnisme à mort. La priorité des Américains est de donner et de favoriser le redressement économique de leur pays à eux avant d'aider les autres pays. D'abord, si les États-Unis peuvent aller mieux, ce sera bien,
Si on peut aider en plus les autres pays, ce sera encore mieux. Mais pour l'instant, ils s'occupent que de leur pays, ce qui est relativement logique, on va dire. À tout cela s'ajoute la clause cash and carry, qui précise que pour acheter des armes aux États-Unis, un pays doit en assurer lui-même le transport et les payer au comptant. Tu ne peux pas faire crédit. Si tu veux acheter quelque chose, des armes aux États-Unis, tu dois les payer tout de suite. Tu ne peux pas dire je te payerai ça dans 10 ans, c'est pas possible. Donc cela permet aux États-Unis de rester à l'écart des tensions qui touchent l'Europe. Pourtant, les États-Unis, quand ils vont être attaqués par le Japon, ils vont réagir et ils vont prendre part à la Seconde Guerre mondiale. C'est le petit 2, la participation à la Seconde Guerre mondiale. Malgré la volonté qu'ils avaient de ne pas participer à cette guerre, le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent une base américaine, Pearl Harbor. Donc, comme ils ont attaqué cette base, les Américains doivent réagir et donc ils rentrent en guerre contre l'Allemagne, contre l'Italie et contre le Japon. Les États-Unis vont déjà faire la guerre dans le Pacifique, parce qu'ils vont détruire les Japonais dans le Pacifique, et surtout ils vont faire le débarquement en Normandie qui va quasiment libérer toute la partie ouest de l'Europe. Les États-Unis, le petit 3. Les États-Unis en 1945. À l'issue du conflit, les États-Unis confirment leur rôle de première puissance mondiale. Ils possèdent les 2/3 des réserves mondiales d'or, ils sont à l'origine de la moitié de la production industrielle mondiale, ce qui est juste énorme en fait. Il faut vous dire que la moitié des choses qui sont fabriquées dans le monde sont fabriquées par les États-Unis. Alors c'est beaucoup quand même. Ils sont la seule puissance à posséder l'arme nucléaire. Ils nous l'ont montré à Hiroshima et à Nagasaki. Et leur intervention décisive dans la guerre leur donne un grand prestige, évidemment, parce que c'est quasiment eux, pas que, parce que les Russes ont eu un rôle extrêmement important aussi, mais l'intervention des Américains est très importante. Ils appliquent désormais une politique interventionniste. Ils vont intervenir dans beaucoup de conflits différents durant la guerre froide et après même. C'est pour ça qu'est créée l'ONU en 1945, pour permettre une paix durable dans le monde. Les États-Unis dominent la création des institutions internationales économiques, comme on l'a vu dans le chapitre sur la gouvernance économique. Les accords de Bretton Woods sont créés aux États-Unis pour les États-Unis, le FMI, le GATT, la Banque internationale de reconstruction et de développement, la BIRD, etc., etc. Donc là, les États-Unis, on va dire que après la Seconde Guerre mondiale, c'est la première puissance incontestable. Personne ne peut rivaliser avec eux. Grand 2, les États-Unis dans la guerre froide. Grand A, les États-Unis leaders du bloc de l'Ouest. Petit 1, les débuts de la guerre froide. Rapidement après, donc après la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide s'installe. Elle oppose les États-Unis, défenseurs du monde libre, au bloc Est russe communiste. Au lendemain de la guerre, les pays libérés par la mer Rouge deviennent communistes et les pays libérés par les Américains font partie du bloc Ouest. Truman fait face à cet expansionnisme soviétique et édicte la théorie du containment. On doit contenir la menace communiste. On doit tout faire pour que le communisme ne prenne pas les pays, ne s'impose pas dans des pays comme la France, etc. C'est pour ça que, comme on l'a dit dans le chapitre sur la gouvernance mondiale, le plan Marshall va être adopté pour aider les pays dans la reconstruction et pour pas qu'ils tombent aux mains des communistes, etc. En Asie, les États-Unis interviennent en Corée et aident les Français impliqués dans la guerre d'Indochine pour lutter contre le communisme. Ils énoncent la théorie du refoulement, qui ne consiste plus seulement à stopper la progression des soviétiques, donc ça c'est la théorie du containment, mais maintenant ils font la théorie du refoulement, rollback, mais maintenant à même faire reculer. S'ils peuvent, ils feront des guerres aux communistes pour qu'ils perdent, on va dire, des pays. Ainsi, John Foster Dulles, secrétaire d'État aux affaires étrangères américain, théorise la doctrine des représailles massives. On attaque un petit peu les États-Unis, boum, on envoie les missiles nucléaires. L'intervention américaine dans la guerre de Corée permet de stopper la progression des communistes. Cette intervention est programmée dans le cadre de l'endiguement. Il y a plusieurs doctrines. Doctrine containment, on contient les soviétiques. Doctrine rollback, on attaque les soviétiques. En français, c'est la théorie de l'endiguement, c'est le containment, et la théorie du refoulement, c'est le rollback. Et évidemment, il y a une troisième doctrine, la doctrine des représailles massives, mais ça, bon, on va pas trop y penser. En bref, c'est on t'attaque et puis tu réagis par des armes nucléaires à chaque fois. Sauf que s'ils avaient fait ça, il n'y aurait plus de monde aujourd'hui. En 1949, l'URSS réalise ses premiers essais nucléaires et entre dans une course à l'armement avec les États-Unis. Ces États-Unis, donc, contre le danger, on va dire, ou le risque communiste, mettent en place de nombreuses organisations militaires. L'OTAN est créée en 1949. Pour ça, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'Union de l'Europe occidentale est créée en 1954 pour le réarmement de l'Allemagne de l'Ouest.
L'ANZUS rassemble dans une union militaire l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis en 1951. Et le pacte de Bagdad en 1955 allie aux Américains et aux Britanniques le Pakistan, la Turquie et l'Iran. Coexistence pacifique et détente, ça c'est le grand 2 dans la guerre froide. La mort de Staline en 1953 ouvre une période de détente, puisque le successeur de Staline, qui s'appelle Nikita Khrouchtchev, va vouloir calmer les esprits et ne pas tomber dans une guerre nucléaire. Mais ça va pas marcher parce qu'en 1962, Cuba ouvre ses portes aux communistes qui vont installer des rampes de lancement de missiles nucléaires à Cuba. Et donc si, à Cuba, je vous rappelle que c'est au sud des États-Unis, dans la mer des Caraïbes, donc dans les Antilles si vous voulez, si les Russes décident d'envoyer des missiles sur les États-Unis, ils le pourront. Ils peuvent toucher Washington, ils peuvent toucher Miami, ils peuvent toucher New York avec leurs missiles. John Fitzgerald Kennedy, le président des États-Unis de l'époque, pose un ultimatum. Soit vous enlevez les missiles, soit on envahit Cuba. Khrouchtchev va se faire pipi dessus, et donc il va enlever les missiles de Cuba. De plus, les deux adversaires, Kennedy et Khrouchtchev, entament des négociations pour stopper la course de l'armement dans les années 60, et signent les accords de désarmement, SALT I en 1972 et SALT II en 1979. D'accord ? Ces désarmements vont permettre que des ogives nucléaires soient détruites. On va de moins en moins créer de bombes, et surtout on va en détruire. Puis il y a la doctrine de la riposte graduée qui se met en place. C'est une théorie qui vise de répondre de manière adaptée. Si on t'envoie un missile normal, tu renvoies un missile normal. On t'envoie 5 missiles nucléaires, tu renvoies 5 missiles nucléaires. D'accord ? C'est œil pour œil, dent pour dent. Cette doctrine permet l'abandon de la théorie des représailles massives où on t'envoie un tout petit missile, t'envoie toutes tes bombes nucléaires. Forcément, ça marchait pas. Mais évidemment, Cuba nous a montré que c'était pas la fin de la guerre froide. Il va y avoir la guerre du Vietnam, qui va être une guerre hyper importante où de nombreux soldats américains vont aller mourir au Vietnam et se casser les dents sur les soldats vietnamiens communistes. L'URSS semble en tout cas gagner la course vers l'espace, puisqu'elle envoie dans les années 60, en 61 même, le premier vol en dehors de l'atmosphère avec un homme dedans qui s'appelle Yuri Gagarin, qui est assez connu. Mais les États-Unis, eux, en 1969, vont envoyer des hommes sur la Lune, notamment Neil Armstrong, donc voilà. On va dire que les États-Unis ont quand même remporté la course à l'espace, on va dire. Puis, petit 3, le soft power américain. Définition. Le soft power, ou puissance douce, est la puissance de persuasion d'un État. Cette capacité d'influencer repose sur des moyens non coercitifs, au contraire du hard power qui désigne l'influence militaire d'un État. En bref, les États-Unis ont ce que n'ont pas l'URSS, c'est-à-dire du soft power. L'URSS a du hard power, elle peut envoyer ses armées pour détruire n'importe quel pays. Mais le soft power, c'est vous faites ça, on vous dit, par exemple, les États-Unis disent aux Français vous faites ça, et les Français le font sans qu'il y ait aucune menace des États-Unis. Ça, c'est le soft power. Et bon, quand tu as le soft power, ça veut dire que tu es une puissance extrêmement puissante, justement. Le cinéma hollywoodien est un des moyens les plus efficaces du soft power, puisque on remarque que de nombreux, mais quasiment tous les films qui sont délivrés dans les salles de cinéma en France à l'époque sont des films américains. De plus, durant le débarquement des Alliés en 1944, les soldats américains ont permis aux Européens de découvrir de nouveaux produits, comme les cigarettes blondes, le Coca-Cola ou les chewing-gums. Désireux de rendre leur modèle attirant, les Américains présentent une vision incroyable de l'American Way of Life, quoi. Les cinémas, donc Hollywood, la musique, les femmes, les cigarettes, la bonne bouffe avec McDo, etc., les snacks, etc. Bref, tout le monde veut vivre comme les Américains. Entre 1950 et 1954, pour contrer le communisme, McCarthy, qui est un sénateur américain, lance ce qu'on appelle la chasse aux sorcières aux États-Unis. Tous ceux qui pensent qu'ils sont communistes, on va les attraper et les enfermer, presque sûrement les torturer, etc. Mais ce modèle de soft power est remis en cause durant la guerre froide. Beaucoup dans le bloc de l'Ouest perçoivent le soft power américain comme un rouleau compresseur détruisant les cultures locales, notamment en France. En France, on est quand même un pays qui a dit aux Américains, là, on voit que vous nous forcez à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est pour ça, et De Gaulle va s'opposer à ça. Grand B, les États-Unis et la fin de la guerre froide. Petit 1, la puissance américaine affaiblie.
Durant la fin des années 60 et pendant les années 70, les États-Unis sont confrontés à une crise morale et économique. La guerre du Vietnam reçoit de nombreuses critiques, d'accord ? Il faut se dire que vraiment, au niveau mondial, il y a très peu de personnes qui soutiennent encore la guerre au Vietnam. Notamment, il va y avoir les hippies, etc., qui vont faites l'amour par la guerre, etc., etc. Voilà. Hein. La France prend ses distances avec les États-Unis. Elle réalise ses premiers essais nucléaires en 1960 et critique le rôle des États-Unis dans la guerre du Vietnam. Même si elle reste dans le bloc ouest, évidemment. Hein. De plus, les coûts de la guerre provoquent une diminution des stocks d'or américains, et Nixon, comme on l'a déjà dit, en 1971, est obligé de suspendre les accords de Bretton Woods. Autre crise interne, le mouvement des droits civiques, c'est-à-dire la lutte des populations afro-américaines pour l'obtention de l'égalité des droits. Il y a la ségrégation dans les États du Sud, et des personnes comme Martin Luther King ou Malcolm X vont faire des actions pacifistes, ou pas, Malcolm X n'était pas très pacifiste, pour lutter pour les droits des Afro-Américains aux États-Unis. Dans le cadre de la guerre froide, enfin, les États-Unis perdent du terrain face à l'URSS. Les Khmers rouges ont envahi le Cambodge, les Khmers rouges, c'est des soldats communistes, et les Américains n'ont rien pu faire. L'Éthiopie devient communiste en 1974, des pays africains sont en prise à des guérillas communistes, notamment en Angola et au Mozambique. Au Nicaragua, il y a une dictature marxiste qui est mise en place. L'URSS envahit l'Afghanistan, c'est pour ça qu'il y aura une guerre en Afghanistan. Enfin, les États-Unis sont humiliés lors de la révolution d'Iran, puisque le Shah d'Iran, qui était pro-occidental, donc pro-américain, est chassé, et le pouvoir est pris par l'Ayatollah Khomeini, qui est 100% pour la Russie. Petit 3, le petit 2, les États-Unis gagnent la guerre froide. Comme vous le savez, ça je vais pas forcer. Hein. Il y a de nombreuses offensives américaines contre le bloc communiste, et le communisme s'effondre avec la chute du mur de Berlin en 1989. Grand 3, les États-Unis depuis 1991. Petit A, ou grand A si vous voulez, un nouvel ordre mondial. Suite à l'invasion du Koweït par l'Irak, une coalition internationale dominée par les États-Unis et sous mandat de l'ONU intervient pour libérer le pays en 1991. L'arrivée au pouvoir de Clinton en 1993, Bill Clinton, pas Hillary, Hillary c'est sa femme, permet le pratique de la politique de l'enlargement. L'objectif de cette politique est d'assurer la paix par la prospérité et le développement de l'économie de marché, et non par une politique agressive. Là, c'est démocrate, évidemment. Hein. Les dépenses militaires américaines diminuent d'un tiers durant les deux mandats de Clinton, de 1993 à 2001. Les accords d'Oslo sont signés en 1993 entre les Israéliens et les Palestiniens, etc., etc. Donc durant cette période, durant les deux mandats de Bill Clinton, les États-Unis préfèrent donner de l'argent aux pays en développement pour qu'ils puissent pour assurer la paix, plutôt que de les attaquer et essayer de les écraser, quoi. Mais en 2001, Bill Clinton est élu 2 fois, et donc il doit partir du pouvoir en 2001. Mais qui est élu en 2001 à la place de Bill Clinton? C'est George Bush. C'est pour ça qu'on arrive à la partie B. Les États-Unis depuis 2001, les attentats du 11 septembre 2001. George Bush, lui, c'est l'inverse de Bill Clinton. Quand le 11 septembre 2001, de nombreux Américains sont tués par des attentats de Al-Qaïda, il va directement envoyer, comme une croisade un petit peu, de nombreux soldats américains en Irak. Contre l'Irak, contre la Corée du Nord, contre l'Iran, contre l'Afghanistan. Il appelle ça l'axe du mal. C'est tous les pays qui sont totalement anti-américains. Bon, il va pas envoyer d'armée contre la Corée du Nord, mais en Afghanistan, en Irak et en Iran, oui. Donc les États-Unis réagissent rapidement, et en octobre 2001, sous le cadre d'un mandat de l'ONU, une coalition dominée par les Américains envahit l'Afghanistan qui héberge Al-Qaïda. L'intervention permet la chute du régime taliban. En 2003, les États-Unis, qui soupçonnent Saddam Hussein de détenir des armes non conventionnelles, interviennent en Irak et font chuter le régime de Saddam Hussein. Ce projet d'intervention, très critiqué par certains pays comme la France, par Jacques Chirac, est mené d'une manière unilatérale par les États-Unis, c'est-à-dire sans l'accord de l'ONU. Donc jusque-là, les États-Unis demandaient, même si les États-Unis, on sait qu'ils dominent, c'est quasiment eux qui dirigent l'ONU.
mais au moins ils demandaient l'autorisation aux autres pays de faire telle ou telle guerre, d'entrer en guerre contre tel ou tel pays. Là, pour l'Irak, ils n'ont même pas demandé l'accord de l'ONU, ils ont directement attaqué l'Irak. Et la France a menacé les États-Unis d'utiliser son veto, et donc d'utiliser le veto à l'ONU. S'ils l'avaient fait, l'ONU aurait dû envoyer des troupes pour lutter contre les Américains, ce qui aurait été incroyable. Mais bon, la France ne l'a pas fait, donc ça n'a pas marché, ça s'est pas passé. Petit 2, l'Amérique en difficulté. De nombreuses critiques mondiales vont à l'encontre des guerres en Afghanistan et en Irak menées par les Américains. D'accord ? De plus, les contestations de l'impérialisme américain touchent l'Amérique latine, et des États se regroupent autour du président vénézuélien Hugo Chavez, qui nationalise le secteur du pétrole dans son pays au détriment des intérêts américains. Par ailleurs, la crise économique de 2008 débute aux États-Unis et a de fortes conséquences sociales dans le pays. Le mouvement altermondialiste critique le libéralisme économique prôné par les États-Unis. Enfin, les pays émergents comme la Chine enregistrent une forte croissance et menacent le poids dominant des États-Unis dans la gouvernance économique mondiale. Aujourd'hui, on sait que les États-Unis, même si ça change un petit peu de Donald Trump, sont extrêmement endettés envers la Chine. Les États-Unis ont emprunté beaucoup d'argent envers la Chine. Ils sont en déficit. Et avec Barack Obama, on a pensé avec un retour du multilatéralisme, c'est le petit 3. Et Barack Obama arrive au pouvoir en 2009 et veut rompre avec la politique unilatérale de George Bush. Il se déplace au Caire en 2009, donc en Égypte, et prononce un discours visant à réconcilier les États-Unis avec le monde musulman. Il organise le retrait progressif des troupes américaines en Irak et en Afghanistan. Les États-Unis laissent d'autres puissances diriger des guerres. Ainsi, la France et la Grande-Bretagne interviennent pour faire chuter le régime de Kadhafi en Libye, et la France intervient au Mali pour lutter contre l'AQMI. Mais avec Donald Trump, ça recommence à changer, et Donald Trump fait plutôt un unilatéralisme, comme on l'a vu quand il a tué, un personnage extrêmement important, un personnage très important de l'Iran. Il y a de ça un an, même pas 6 mois. Donc voilà. Bon bah voilà, je pense qu'on a fini. Donc on a montré quand même que les États-Unis étaient très isolationnistes jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Puis ils ont beaucoup intervenu dans les... Puis à partir de 1945, ils n'ont fait qu'intervenir dans les relations dans le monde. D'accord ? Ils étaient très interventionnistes. Mais dans cet interventionnisme, il y a deux branches. Soit on est multilatéraliste, alors si on est multilatéraliste, on demande l'avis d'autres nations pour intervenir et on demande l'autorisation, entre guillemets, par exemple à l'ONU. Et l'unilatéralisme, on fait ce qu'on veut. Et les Américains pouvaient se permettre d'être unilatéralistes parce que c'est eux qui dirigeaient tout. Voilà. Bon bah je pense que le cours sur les États-Unis et le monde est fini. Voilà.